Savoir politique, savoir politique. Démocratiser le savoir pour une culture démocratique. Amis auditeurs et auditrices de l'émission Savoir politique, bonsoir. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver ce dimanche 25 août 2019 pour un nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, le thème de notre émission porte sur le budget de l'État. Les finances publiques apparaissent au cœur d'un processus de construction et de transformation des États. Révélateur privilégié de conflits et de compromis sociaux et objet de nombreuses régulations politiques, elles constituent un terrain essentiel où se produisent, à travers des prélèvements et les dépenses, l'affirmation de choix politiques, la constitution des processus de redistribution dans la société. Les finances publiques sont aussi et surtout un lieu où se formalisent des obligations entre les citoyens et l'État et où se nouent des enjeux de consentement et de légitimation des gouvernants. Si le budget est au cœur de la juridicité des finances publiques, il joue aussi un rôle politique et économique de premier plan. Gaston Diez écrivait en 1922 que le budget est essentiellement un acte politique. Le budget est avant tout la mise en œuvre d'un programme d'action politique. C'est évidemment l'instrument par lequel l'État va hiérarchiser ses priorités politiques et les traduire en actions concrètes. Au Bénin comme ailleurs, la période de vote du budget par le Parlement constitue un grand moment de tractation, de tiraillement politique, mais aussi de tension. En fin de compte, qu'est-ce qu'un budget? Quelle est la fonction politique et économique d'un budget? Pourquoi le rôle du Parlement est-il essentiel en finances publiques et dans le vote du budget? Quels sont les grands principes budgétaires et qu'est-ce que le principe de sincérité du budget? Alors, pour aborder ces différentes préoccupations et questionnements, nous avons avec nous dans ce studio deux spécialistes. Il s'agit de Childeric Senaï Adjovi, ancien directeur général de l'économie au ministère des Finances, fonctionnaire à la retraite consultant. Et en face, nous avons Judikaël Kossouro, auditeur en master recherche, sciences politiques fondamentales à l'université d'Abomey-Calavi. Merci d'être, chers invités, avec nous pour cette émission. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Oui. À la technique pour l'émission, Stéphane Makobi. Au micro, Alain Tosnon, en ma compagnie, Mora Gaba pour l'animation. Bonsoir Mora. Bonsoir Alain. Amis auditeurs, bonsoir. Savoir politique est une émission à caractère pédagogique et d'éducation à la citoyenneté. Elle est coproduite par le Centre d'études sociologiques et de sciences politiques CESPO, un laboratoire de recherche en sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi et votre radio, Océan FM. Le CESPO est dirigé par le professeur Idjen Kakaï, agrégé en sciences politiques et coordonnateur du master recherche en sciences politiques fondamentales. Dans cette émission, nous aurons bien sûr la chronique sur le thème du jour à 18h30. Elle nous est proposée par Alex Atimpe. Il est doctorant en droit public et prépare sa thèse en finances publiques. Alors, pour permettre à nos auditeurs de bien comprendre les notions, ce dont on parle, alors vous allez nous dire un peu concrètement, et quand on parle de budget de l'État, à quoi fait-on allusion? Merci. Bon, disons que le budget de l'État, c'est un document qui prévoit les recettes et les dépenses de l'État pour une année donnée. Donc, en termes vraiment résumés, c'est ce que de quoi on peut parler lorsqu'on parle du budget de l'État. Okay. C'est un document qui prévoit les recettes et les dépenses de l'État pour une année donnée. Toutes les recettes et toutes les dépenses. Pourquoi vous insistez sur toutes les recettes et toutes les dépenses? Bon, on va venir sur les principes. Et dans les principes, un des principes, c'est l'universalité, et qui signifie on prend l'ensemble des recettes et l'ensemble des dépenses. D'accord. Alors, Judikaël, dites-nous, quand on parle de budget, ça renvoie à quoi concrètement pour vous? Je ne veux pas répéter le directeur. Et je voudrais toutefois ajouter que quand on parle de budget, on fait aussi allusion aux prétentions chiffrées du gouvernement en termes de mise en œuvre de politiques publiques. En français facile, on pourrait dire que le budget est l'ensemble des moyens financiers que le gouvernement est prêt et du moins serait capable de mobiliser pour mettre en œuvre sa politique globale. Voilà. Monsieur Judikaël Kossouro, mais dites-nous comment le budget en tant qu'acte s'insère-t-il dans les finances publiques? Vous savez, lorsqu'on parle de budget, on parle forcément de finances publiques. Oui, bon, avant de répondre à cette question, il faut reconnaître que les finances publiques sont une branche du droit public, au même titre que le droit administratif, le droit constitutionnel, etc. Par ailleurs, le
le droit budgétaire est lui également une sous-branche des finances publiques. Et donc, quand on parle de droit budgétaire, on parle également d'élaboration, d'exécution du budget. Et donc, quand on parle de budget, on parle de loi de finances, mais il faut bien distinguer que le budget n'est pas la loi de finances. Okay. Le budget, on en reviendra par la suite. Et donc, en tant que règle, elle fait partie d'un champ d'études des finances publiques. Okay. Voilà. Alors, il l'a dit, mais comment on ne peut pas parler du budget sans parler de loi de finances publiques? Tout à fait. Le budget, comme je l'ai dit, c'est un document, mais c'est voté. C'est voté par les représentants du peuple sous forme de loi de finances. Okay. Donc, ça s'inscrit dans les finances de l'État parce qu'il s'agit de collecter des ressources et d'effectuer des dépenses. Et, disons, l'ensemble de la mobilisation des ressources et des dépenses publiques font partie de ce qu'on appelle les finances publiques. Et on dit que le budget est avant tout la mise en œuvre d'un programme d'action politique. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Oui, tout à fait. Je pense qu'on entre vraiment dans le débat. C'est vrai, si on suit l'histoire du budget, on a évolué, mais de plus en plus, le budget, comme vous l'avez dit, doit refléter les programmes. Disons que le gouvernement qui gère le pays, les programmes qu'il entend mettre en œuvre durant la période où il est au pouvoir. Et donc ce n'est que l'expression chiffrée, disons, de ces programmes. Et ça cesse d'être un simple document où on met des recettes et des dépenses, mais doit constituer un document qui opérationnalise, voilà, c'est le terme que je cherchais, opérationnalise la politique de l'État chaque année. D'accord. Alors, donc, M. Korsou, on comprend que lorsqu'on a le budget, ça traduit, c'est-à-dire les intentions, c'est-à-dire ce que, disons même, c'est-à-dire ce que, par exemple, un chef de l'État a promis de faire. C'est la traduction concrète de ce que, des actions qui doivent être mises en œuvre dans le cadre de son programme d'action. C'est bien ça? Bon, bien avant, déjà, j'aimerais qu'on nuance un peu que la loi des finances elle-même, ce n'est que les mesures fiscales plus le budget. Voilà. Maintenant, le budget aujourd'hui, et d'ailleurs nous sommes en sciences politiques et on a pas mal de formations sur la discipline des politiques publiques. Et donc, quand on revient sur le budget, on peut le considérer comme l'acte par lequel l'État affecte des ressources à chacune des activités, des actions qu'elle entrevoit de mettre en œuvre au cours de l'année. Ok, alors vous êtes ancien directeur général de l'économie au ministère des Finances, c'est important de le rappeler, mais que peut-on comprendre par fonction économique d'un budget? Tout à fait. En fait, je prends toujours les deux côtés. Quand je prends les dépenses, la masse de dépenses que l'État effectue chaque année est quand même une masse importante. Et donc, l'allocation de ces dépenses dans différents secteurs constitue déjà un acte économique. Et peut-être, sans rentrer dans vraiment trop de détails, quand on prend par exemple les dépenses en carburant de l'État, le fait de dire la totalité des dépenses en carburant de l'État doit aller vers une société donnée constitue un acte économique, puisqu'on donne quasiment un monopole à cette entreprise, ou le fait d'allouer à différentes sociétés ces dépenses constitue aussi un acte politique, de politique économique. De la même manière, les recettes, la mobilisation des recettes qui se fait à travers les mesures fiscales constitue aussi un acte politique. Vous savez tout le débat qu'on a sur la fiscalité. Est-ce qu'on va taxer plus un secteur qu'un autre? Est-ce qu'on taxe beaucoup plus la richesse que, disons,
Est-ce qu'on laisse l'agriculture comme nous le faisons depuis un certain temps? On sort l'agriculture du champ, de la taxation et autres. Tout ça, ce sont des questions de politique économique. Et ces questions-là, le gouvernement les règle dans le budget de l'État. Donc le budget, c'est le budget qui peut permettre, c'est l'instrument par lequel donc le gouvernement exprime sa volonté de taxer un secteur ou un autre. Mais il y a d'autres questions aussi comme le financement, parce qu'on va y arriver certainement. Le financement du déficit aussi peut constituer un acte de politique. Est-ce qu'on met la planche à billets? Est-ce qu'on finance sur le marché? Ça, c'est d'autres questions aussi qui montrent aussi la volonté du gouvernement d'aller dans un sens ou dans un autre sens. D'accord. Et le budget est la traduction chiffrée de l'action générale de l'État, comme vous l'avez dit, et son adoption obéit certainement à une procédure spéciale qui implique plusieurs acteurs et institutions. Dites-nous donc quelles sont ces étapes-là. Ok, merci M. Mora. D'abord, l'adoption du budget n'implique pas plusieurs institutions. Voilà. Parce que l'élaboration du budget se fait par le gouvernement, mais son adoption se fait uniquement par l'Assemblée nationale. Et donc, l'Assemblée nationale et le gouvernement transmet le projet de budget, le projet de loi des finances à l'Assemblée nationale. Ensuite, le président de l'Assemblée nationale, en session plénière, affecte le dossier à la commission des finances de l'Assemblée nationale, commission des finances et des échanges. C'est ensuite que le ministre des Finances présentera à la commission qui, lors de la présentation, reste très ouverte au public, les grandes orientations du budget. Ensuite, sera présenté le programme d'investissement pluriannuel. Et par la suite, l'Assemblée nationale va recevoir la société civile, l'Assemblée nationale va recevoir les opérateurs économiques. L'Assemblée nationale va ensuite recevoir le défilé des ministres qui vont venir défendre leur budget et à l'occasion profiter pour faire le point de l'exécution du budget en cours. C'est aussi le moment pour les représentants de la population, les représentants du peuple. La société civile. Voilà. Non, les députés. Voilà. C'est l'occasion pour les députés d'apporter des amendements, de faire aussi le contrôle sur l'exercice en cours et en fonction de ce que les citoyens désirent, de profiter, de faire passer le message, des messages à nos dirigeants, de sorte à ce que certaines mesures citoyennes soient prises en compte dans le budget. Bien après, la commission élabore un rapport qui est ensuite distribué après lecture en plénière pour que le budget puisse être examiné et ensuite adopté. Oui, on parlait de plusieurs acteurs et plusieurs institutions. Lorsque dans le processus d'adoption, il y a des blocages, la Cour constitutionnelle peut intervenir. On l'a vu, je crois qu'on va revenir là-dessus par la suite dans le débat. Alors, mais on l'a vu, et lorsqu'on parle de budget, on se réfère aussi à un certain nombre de normes qui encadrent donc le processus de son adoption, de son exécution, voire même de son contrôle. Alors, quels sont les principaux fondements juridiques du budget? Non, peut-être avant d'aller sur les fondements, je veux dire qu'avec la nouvelle LOLF, loi organique sur les lois de finances, on implique beaucoup plus les représentants du peuple, donc les parlementaires, les députés, dans le processus budgétaire. Puisque déjà, normalement, en mars, je pense, mars-avril, il y a le débat d'orientation budgétaire qui se fait. Parce que avant, ce qui se passait, disons, on informait les députés lors de la séance, disons, de la période de vote, on les informait sur les orientations. Les grandes orientations. Et c'est difficile à ce niveau-là de changer, en cas d'avoir des modifications importantes. Donc, on le fait avant et on prend en compte le gouvernement, l'administration prend en compte les commentaires des députés pour aller vers la finalisation du projet ou le titre de budget qui leur est soumis.
Le deuxième élément, et peut-être que je vais compléter, et il a dit le Parlement écoute beaucoup d'acteurs, société civile et autres, mais le gouvernement aussi associe en amont. Et disons, dans le dialogue anticipatif. Voilà. Et comment on appelle les ça? Représentants de la société civile. La société civile. Les opérateurs économiques aussi. Très bien, voilà, les opérateurs économiques, les travailleurs et autres, avant d'avancer dans le processus d'élaboration et de finalisation du budget qu'on doit soumettre à l'Assemblée. Donc tout ce travail se fait en amont, avant la transmission donc, du projet de loi de finances au Parlement. D'accord. Alors à quel moment et comment le budget de l'État devient alors une loi de finances? Le budget de l'État devient une loi des finances du moment où il est adopté par le Parlement. C'est ça. Et il faut le dire, le projet de budget, le projet de loi est transmis avant le début de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Qui s'ouvre normalement en octobre, c'est bien ça? En octobre, exactement. Alors, lorsqu'on parle de budget, vous avez tout à l'heure, vous l'avez évoqué, hein, il y a des principes qui gouvernent donc son élaboration, son adoption et autres. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ces différents principes-là? Bon, et on a commencé déjà à le dire, l'universalité. Et l'universalité, c'est toutes les dépenses. Vous avez cité Gaston Diez, tout le monde a entendu ce principe-là. Voilà. Toutes les dépenses et toutes les recettes de l'État doivent être prévues au budget de l'État. Donc c'est ça l'universalité. Et il y a l'annualité. Le budget prévoit les dépenses et les recettes d'une année. C'est vrai que ce principe, il y a... Oui, on le remet un peu en cause parce qu'on rentre dans des procédures triennaux et autres. On peut revenir dessus. Et bon, tout ça, c'est pour améliorer en fait la sincérité. Donc, on va revenir là-dessus. Voilà, la sincérité, je pense, sans être précis sur le contenu de cela, c'est tout ce qui est prévu doit refléter la situation. Bon, je ne vais pas rentrer, on ne va pas rentrer dans les débats de la mode des 1000 milliards qu'il y a eu, mais normalement, tout ce qui est prévu doit être sincère, doit refléter la situation du pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en amont, il faut bien connaître donc la situation et c'est sur cette base-là que l'on prévoit donc les dépenses et les recettes. C'est bien ça. Donc ça veut dire que si on est en période de situation économique qui n'est pas bonne, c'est que en principe au niveau du budget, on doit pouvoir le remarquer. Ça doit se refléter dans, disons, les prévisions budgétaires. Okay. Alors, on parle aussi du principe de l'unicité de caisse. Est-ce que ça fait partie des différents principes? Tout à fait, tout à fait. Normalement, à part les exceptions prévues par la loi, on n'affecte pas une recette à une dépense particulière. Toutes les recettes doivent concourir à exécuter toutes les dépenses. Voilà. Mais ça, c'est le principe. C'est le principe qui a beaucoup d'exceptions. Ouais. Oui, il y a, comment vous appelez, les trucs du trésor, la caisse spéciale du trésor. Il y a beaucoup de choses là qui peuvent permettre d'allouer certaines catégories de dépenses, de recettes plutôt à des dépenses. Mais ça, c'est les exceptions prévues par la loi. Okay. Et lorsqu'on évoque le budget, on pense à la loi de finances, mais il y a aussi la loi de règlement qui fait donc partie du processus budgétaire. Et en quoi consiste la loi de règlement? Bon, la loi de règlement, c'est le moment du moins donné au Parlement de valider l'exécution d'un budget. Voilà. Et c'est le moment où les députés, avant adoption, vérifient si, en termes de réalisation, ce que le gouvernement avait prévu faire, s'il a pu l'atteindre. C'est mieux de le dire aussi simplement pour en faciliter la compréhension. Mais on se rend bien compte que le vote de cette loi de règlement
ça n'attire pas, ne focalise pas trop souvent trop d'attention. Or, c'est le moment quand même de vérifier, de contrôler, c'est-à-dire ce que le gouvernement avait prévu faire. À la fin, on vient rendre compte. Ça participe donc de la redevabilité. En fait, déjà dans leur mission de contrôle de l'action parlementaire, et chaque année, la loi de règlement est votée pour un exercice antérieur. Mais ça intervient après que la Cour des comptes de la Cour suprême. On n'a pas de Cour des comptes, la Chambre des comptes. La Chambre des comptes, autant pour c'est moi. Un vœu de plusieurs acteurs, mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là, c'est vrai, on a beaucoup travaillé à ce qu'on en arrive là, espérons qu'on en viendra. Et donc la Chambre des comptes de la Cour suprême, c'est après son contrôle et après avoir certifié les comptes de l'État que le Parlement se penche sur ça. Donc le Parlement est aidé par la Cour suprême en quelque sorte dans ce contrôle. Okay. Voilà. Alors vous qui avez pendant longtemps la loi de règlement, on est en retard dans ce processus-là. C'est vrai qu'on a pu se rattraper à un moment donné, mais historiquement, ce n'était pas automatique. Non, je pense que c'est vrai, c'est une émission pédagogique, mais moi je pense qu'il faut profiter de l'occasion pour réaffirmer les principes. Je pense qu'il a dit, sans vouloir aller vraiment à la polémique, mais pour moi, il est essentiel d'avoir un organe indépendant de contrôle et de certification, il a dit, du budget. Et la Cour des comptes, je pense que le problème de la Cour des comptes doit être posé et doit être réglé. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, Chambre des comptes, Cour des comptes, mais la question de la Cour des comptes doit être réglée. En quoi c'est important d'avoir une Cour des comptes? Est-ce qu'on peut le dire rapidement? Oui, parce que, vous voyez, quand une institution est autonome, elle décide par elle-même de son programme de travail et elle est jugée. Parce que la Cour, si on l'adoptait, deviendrait un organe constitutionnel et sera jugé par les populations et par l'ensemble de la classe politique. Dans ce cas, les retards que nous avons observés pendant longtemps dans le traitement puis le vote des lois de règlement vont rapidement disparaître. Parce qu'il y aurait des gens qui sont responsables, disons, de ce processus-là. Donc moi, je pense qu'il faut poser ce problème et chaque fois que j'en ai la possibilité, je le poserai, même si on ne va pas faire un grand débat. On l'a compris. mais très souvent aussi, en cours d'exercice, et puis ça revient fréquemment, le gouvernement introduit une loi modificative pour les réajustements au niveau du budget. Est-ce à dire que souvent il est trop ambitieux, le gouvernement, ou qu'est-ce qui explique l'avènement des lois modificatives? Disons que le budget est annuel, est voté, mais c'est quelque chose de vivant. La réalité économique est mouvante. Elle est fluctuante. Elle est fluctuante, voilà. Et vous voyez, actuellement, le Nigeria est en train de mettre en œuvre des mesures qui font que, disons, les prix qui vont certainement avoir des effets sur... Est-ce que c'était pas on ne savait pas, est-ce que c'était pas connu d'avance? Non, c'est difficile de prévoir certaines de pareilles situations? Oui, mais c'est pourquoi, en cours d'exercice, il est prévu un mécanisme pour corriger, pour être toujours dans la sincérité, pour corriger les prévisions lorsqu'il y a des événements importants qui se produisent et qui remettent en cause, disons, les prévisions qui ont été faites. Mais je vais peut-être ajouter aussi que dans la procédure de transparence budgétaire, en fait, c'est important aussi. Dans certains pays, c'est mensuel, dans d'autres, je pense que chez nous, c'est trimestriel. Il y a le rapport d'exécution du budget qui est fait par le gouvernement et, disons, adopté par le Conseil des ministres. Normalement, c'est un acte qui doit être mis à la disposition du public pour suivre l'évolution de l'exécution du budget. C'est là où on parle de transparence. Et lorsque je dis normalement, c'est aussi aux populations, aux acteurs de demander cela.
et pour qu'on puisse vraiment être sûr qu'on est dans la procédure de transparence que la nouvelle LOLF est en train de souhaiter qu'on mette en place. Ok. Alors, Monsieur Kossouro, depuis un moment, hein, le budget de l'État, tu peux le trouver sur un site. Est-ce que tout ça participe donc de cette transparence budgétaire-là? Je crois qu'il y a beaucoup de partenaires qui y tiennent. Et puis bon, aussi, le citoyen, il peut être intéressé pour savoir, mais le budget, ça comporte quoi, qu'est-ce qui... donc, je crois que de plus en plus, il faut aller vers l'accès à l'information par rapport à la transparence budgétaire. Bien avant, puisque nous sommes ici à un rendez-vous d'échange de savoir, et moi je voudrais dire que le budget qui est modifié en cours d'exercice, on l'appelle loi des finances rectificatives ou collectif budgétaire. Et aujourd'hui, les États vont de plus en plus, je ne sais pas si c'est les partenaires techniques et financiers ou les institutions de Bretton Woods qui l'exigent, mais aujourd'hui, les États vont vers la transparence budgétaire. L'indice de transparence budgétaire est pris en compte aujourd'hui pour évaluer un peu comment les États y gèrent déjà même le processus d'élaboration de budget, on le rend participatif. On fait en sorte que, on l'a dit un peu plus tôt déjà, que tout le monde puisse participer au budget. Ensuite, dans sa mise en œuvre, il est normal que chaque citoyen puisse faire ce qu'on appelle de la veille citoyenne. Moi, je pense que le Mali, avant que le projet ne soit avorté, avait déjà même prévu de mettre un site web où chaque citoyen peut aller voir si le puits qu'on a prévu construire dans ma localité avant mars, si le puits a été construit ou pas. Donc, Monsieur Tossounon, je crois que nous devons aller tous vers la transparence et la faciliter l'accès à l'information, avoir le budget aussi bien sur les sites internet que par d'autres moyens. Ok. Alors, mais il y a quelque chose peut-être qu'il ne faut pas passer. Vous avez travaillé au ministère de l'économie. Alors, dites-nous, il y a un travail colossal qui est souvent fait avant qu'on aille au Parlement. Comment ça fonctionne? Il y a une machine derrière, parce que quand on voit le budget, ça vient avec dans un gros cartable et tout ça. C'est un gros travail que font les cadres au ministère des Finances et de l'économie. Tout à fait, parce que... Comment ça se passe, ce travail-là? Bon, tout commence par les prévisions. C'est-à-dire, nous sommes en 2019, c'est ça? Donc, on est en train d'exécuter le budget de 2019. On a exécuté celui de 2018 et celui de 2017. Sur la base des données de ces trois budgets-là, on commence le travail de prévision. Et l'État, qui a son programme d'activité, essaie de sortir les points qu'il veut opérationnaliser au cours de l'année du budget prochain, celui de 2020. Donc, en prenant les projections de recettes, en prenant, disons, les limites de dépenses, on essaie de faire l'allocation à partir des objectifs de politique économique qu'on s'est fixés. Donc cela, je pense, va faire l'objet de la première présentation, puis on poursuit le travail qu'on affine au fur et à mesure qu'on avance dans l'exécution du dernier budget, c'est-à-dire celui de 2019. Et une fois que cela est fait, on rentre dans la phase de l'allocation sectorielle. Parce qu'il y a d'abord le travail de masse, puis il y a l'allocation sectorielle, et au sein des secteurs, l'allocation dans les différentes dépenses d'infrastructures, je ne dirais pas direction, mais beaucoup plus des fonctions. Voilà. Donc, et ce travail se fait, il est reconsolidé au ministère des Finances et soumis au Conseil des ministres pour le vote au sein de cet organe-là, du projet de budget qui sera soumis à l'Assemblée nationale. Okay. Alors, mais j'ai envie de vous demander, parce que je me rappelle de mes cours de finances publiques, mais on disait que c'est là où on voit la toute-puissance du ministre des Finances, parce qu'il y a un arbitrage d'abord qui se fait au niveau des différents ministères sectoriels, avant même que
il se présente devant le Parlement. Comment ça se passe concrètement? Oui, à partir du moment où c'est lui qui détermine les prévisions de recettes, qui détermine les plafonds de dépenses, ça lui donne comment je vais dire cela, une avance sur les autres ministres, parce que c'est lui qui détermine. Mais de plus en plus, il y a le principe de la responsabilité budgétaire. La responsabilité budgétaire dit que ce n'est plus le ministre des Finances qui va dire ce qui se fera au niveau de la santé, mais c'est les responsables de programmes au niveau de ce ministère-là, les programmes santé, qui vont déterminer l'allocation des ressources et qui vont sur l'exécution, donc seront responsables de la réussite ou non de ce qui s'est fait dans ce secteur-là. Okay. Donc il a quand même le pouvoir de faire les premières prévisions, de déterminer les plafonds, oui. Et vous vous rappelez toujours de la fameuse lettre de cadrage qui fait un problème. Que tout le monde commence à... tout le monde chante la lettre de cadrage, Voilà. Donc c'est le ministre. C'est l'aboutissement de tout ça qui amène à la lettre de cadrage. Okay. Mais la responsabilité commence à être déléguée au niveau des secteurs. Okay. Alors, nous allons marquer une pause pour suivre. Donc, c'est l'instant chronique. Cette chronique nous a été réalisée par Monsieur Alex Atimpe, qui est doctorant en droit public. Nous allons suivre la chronique et revenir pour continuer avec les échanges. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Savoir politique. Démocratiser le savoir pour une culture démocratique. Aborder la question de la loi de finances ou la question du budget de l'État mérite à ce qu'on procède quand même à quelques éclaircissements de notions, parce que quand on parle de la notion du budget, il faut voir d'abord que la notion du budget est historiquement mise au premier plan dans la définition donnée au fait à la notion de loi de finances. C'est en se rapportant d'ailleurs à l'article 4 du décret du 1862 de la France qu'Edgar Alice énonçait les trois caractéristiques essentielles du budget auxquelles correspondent les recettes et les dépenses prévues autorisé de manière annuelle. Le budget est donc en premier lieu un état donc de prévision. Il est en second lieu un acte d'autorisation, et si l'on se réfère du moins au droit budgétaire français, qui est d'ailleurs pour le cas aussi de notre pays la matrice essentielle sur la base duquel on a donc élaboré également le droit budgétaire béninois. Donc cette prévision et cette autorisation sont limitées par le temps, un temps assez court qui de manière générale coïncide avec l'année civile. Donc le budget court du 1er janvier au 31 décembre donc de chaque année. Il faut en effet relever que la rédaction de l'ordonnance française du 2 janvier 1959, qui a servi de référence pour la plupart des États francophones d'Afrique en matière donc budgétaire, fait une distinction entre la loi de finances et le budget, et cette distinction est donc dans la lettre même de la loi organique en son article 16, qui dispose que le budget est l'ensemble des comptes qui décrivent pour une année civile toutes les ressources et les charges permanentes de l'État. Il se distingue nettement de la définition posée par les lois de finances à l'article 1er de l'ordonnance qui dispose que les lois de finances, quant à elles, déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent. La loi de finances est un test donc de synthèse qui regroupe les grandes masses des ressources et des charges, et le budget correspond quant à lui à l'ensemble simplement des documents budgétaires qui décrivent toutes les ressources et toutes les charges de l'État. Les lois de finances étant des actes d'autorisation et de dépenses, certains auteurs estiment que le budget est la tradition chiffrée de l'activité générale de l'État pour une période annuelle. Avec la loi organique relative aux lois de finances nouvelle génération, l'objet des finances publiques dépasse la traditionnelle prévision et autorisation de recettes et de dépenses budgétaires. Dorénavant, les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État et l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte en tenant compte d'un équilibre économique ainsi que des objectifs et résultats qu'elles déterminent au sein des programmes.
Au Bénin, la loi portant loi organique relative aux lois de finances de 2013 dispose en son article 4 que les lois de finances déterminent pour un exercice la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État ainsi que de l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte compte tenu de la situation des objectifs macroéconomiques ainsi que des obligations du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité de l'UEMOA. L'exercice budgétaire et comptable court du 1er janvier au 31 décembre. La loi de finances est l'acte le plus important dans la gouvernance publique, car c'est elle qui traduit l'expression chiffrée du programme d'action du gouvernement pour une année civile. Au vu de son importance, la plupart des constitutions laissent sa préparation au chef de l'État. C'est le cas au Bénin, qui, conformément à la disposition de l'article 54 de la Constitution, confère au chef de l'État la prérogative donc de déterminer et de conduire la politique de la nation. Déterminer et conduire la politique de la nation relève à ce que le chef donc de l'État puisse élaborer son projet de loi de finances, puisque c'est à travers elle que ce dernier mettra donc en action pour une année son programme. Il confère donc au ministre des Finances le rôle central dans le processus budgétaire. À cet effet, on note une prédominance donc du ministre des Finances dans les 4 temps alternés du processus budgétaire. Les 4 temps alternés, il s'agit donc du temps d'abord de la préparation, donc de l'élaboration du projet de loi de finances, le temps de l'étude et du vote au niveau du Parlement, le temps de l'exécution qui sera fait par l'exécutif et après le temps donc du contrôle d'exécution qui est fait par le Parlement et par la Cour des comptes, pour le cas donc du Bénin, par la Chambre des comptes de la Cour suprême. L'exécution du budget est quand même organisée également de manière normative, de sorte que on ne puisse pas avoir donc trop de fraude ou de mauvaise gestion. À cet effet donc, l'exécution du budget est encadrée par un principe qu'on appelle le principe de la séparation entre les ordonnateurs et les comptables. Ce principe dispose que la fonction de l'ordonnateur et du comptable sont incompatibles. Ça veut dire qu'au fait, on ne peut pas être à la fois ordonnateur d'un budget et en même temps que comptable. Cette notion va encore plus loin et interdit même à ce que l'époux ou le conjoint d'un comptable se trouve être peut-être son ordonnateur, de sorte que les fonctions puissent rester de manière séparée et qu'une surveillance mutuelle se fasse entre ordonnateur et comptable pour une gestion saine et efficace des finances publiques. Il faut reconnaître donc que la loi des finances est une loi qui devait être accessible à l'ensemble des citoyens afin que ces derniers puissent mieux suivre l'emploi qui est fait des ressources qu'on met à la disposition de la personne publique pour donc la satisfaction de l'intérêt général. C'était à l'instant la chronique réalisée par Alès Atingpe, il est doctorant en droit public. Monsieur Judical Kossiro, vos impressions suite à cette chronique? Bon, j'ai suivi avec attention, j'ai réentendu des notions qu'on nous avait enseignées, et puis bon, voilà, c'était complet. Voilà. Alors, dites-nous, pour vous, il y a un certain nombre de choses que j'ai retenues dans la chronique. Il a parlé de l'équilibre budgétaire, qu'est-ce qu'il en est, et aussi du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables en matière de transparence et autres là. Est-ce que c'est si important? Oui, tout à fait. Et il est revenu sur, disons, les nouveaux principes. Bon, Gaston G, ça fait quand même quelques années. Les nouveaux principes, c'est la transparence, la bonne gestion des finances publiques et aussi le contrôle, tout ce qui est lié au contrôle. Et ça fait partie, disons, des règles qui permettent, disons, la bonne gestion de manière globale de l'économie. Et il a parlé, vous l'avez dit, de la séparation de l'ordonnateur et du comptable. Il a parlé, il a dit tout le monde devrait, moi je dis tout le monde doit être au courant. L'accessibilité. L'accessibilité, voilà. Et il a aussi parlé d'une dimension, la dimension régionale. À partir du moment, les politiques publiques, dans les politiques publiques, il y a la politique budgétaire, mais il y a aussi la politique monétaire. À partir du moment où le Bénin fait partie d'une union monétaire, nous avons aussi l'obligation d'avoir une convergence de nos politiques économiques. C'est ça le pacte dont il a parlé, politique, je ne sais pas comment ça se définit, mais c'est un pacte de convergence au niveau de l'UEMOA pour assurer qu'on fait une bonne gestion de la monnaie commune. Au niveau de l'espace. Voilà, donc je pense qu'il a
relancer notre débat en intervenant sur beaucoup de questions que je pense qu'on doit pouvoir approfondir. Okay. Et dans notre introduction, nous avons souligné que le moment du vote du budget donne lieu à des crises politiques, surtout lorsque le chef de l'État ne dispose pas d'une majorité au parlementaire. Selon vous, qu'est-ce qui explique donc cette tension qui naît de ce processus de vote parlementaire? Bon, il faut le rappeler, le Parlement, en dehors du fait que c'est une institution qui à part entière intervient dans l'adoption du budget, dans son contrôle, c'est une institution politique. Et donc, si le budget passe par le Parlement avant d'être adopté, c'est déjà pour que le Parlement puisse se mettre d'accord avec la politique que l'État compte mettre en œuvre, d'une part, et deuxièmement, pour être d'accord avec les mesures fiscales qui vont permettre à l'État de mobiliser les ressources et d'exécuter son budget. Et donc, déjà, si toute contingence politique mise à l'écart, si les parlementaires ne sont pas d'accord avec le contenu de ce document, donc ils ont la pleine liberté d'accepter, d'adopter le budget ou de le rejeter. D'un second côté, c'est aussi peut-être le moment pour l'Assemblée nationale de montrer en quelque sorte si le gouvernement est encore légitime ou pas. Parce que si l'Assemblée nationale est majoritairement opposante, et dans les cas que nous connaissons, quand ça arrive, généralement, le budget de l'État échoue. L'adoption du budget de l'État échoue. Mais est-ce que ce n'est pas une tentative donc, pour bloquer le gouvernement dans l'accomplissement donc, de ses activités? Bon, nous avons un droit au Bénin qui permet quand même à l'État, si elle se retrouve dans des situations comme ça, de procéder par ordonnance. Voilà. Alors, j'ai envie de vous demander, c'est déjà arrivé au Bénin, on a connu des situations comme ça où le budget du gouvernement a été rejeté. Je peux rappeler sous le régime Soglo, en 94 et en 96, sous Mathieu Kérékou aussi, on l'a connu en 2002, et avec Boni Yahi en 2008. Alors, quelle lecture faites-vous d'une telle situation lorsqu'on en arrive comme ça à un blocage? C'est vrai que dans la Constitution, donc, des mécanismes sont prévus pour que le gouvernement continue son action. Oui, bon, on est entre, disons, praticiens de politique publique et nous savons que il y a ce qu'on appelle le cycle électoral. Regardez bien les années que vous avez citées. 94, la veille de l'élection législative de 95. 96, c'était la veille ou bien l'élection présidentielle. L'élection présidentielle. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc ces crises interviennent à des moments de politique. À la veille des élections. Voilà, des moments où chacun sent qu'il faut aller sur le terrain et rappeler comment on appelle ça, aux électeurs qu'on n'a pas fait que de la figuration. Et moi, je pense que c'est essentiellement ça. Parce que nous avons quand même eu la chance d'avoir participé pendant quelques années à l'élaboration du budget. Bon, permettez-moi de le dire sans fausse modestie, que c'est les meilleurs budgets qui sont généralement rejetés. Souvent, c'est ça. C'est les meilleurs budgets qui sont rejetés. Parce que l'autre aussi, la partie exécutive, l'exécutif, voulant aller aussi sur le terrain politique, élabore ces années-là de très bons budgets. Ah oui. Et sentant peut-être que l'effet de ces budgets peut nuire, disons, à ceux qui... Aux adversaires politiques. Voilà. Ceux-là aussi disent qu'il faut casser le budget. Voilà, et c'est ça. Mais nous sommes dans un régime présidentiel et le régime présidentiel, et c'est très clair, c'est le président qui conduit l'action publique. À partir de cela, il doit avoir les moyens de conduire sa politique. Quel que soit voilà. Ce qui arrive. Et je pense que ces crises ont montré quand même que nous pouvons avancer parce que rien n'a empêché vraiment l'exécution
disons la mise en œuvre du budget au Bénin. Et ça fait pour moi partie de ce qu'on appelle le cycle électoral. Okay. Mais quand même, en Sciences Po, hein, lorsqu'un chef de l'État voit son budget donc rejeté par le Parlement, est-ce que quelque part, il ne perd pas un peu de légitimité C'est exact. C'est exact. Si on revient à ce que le directeur vient de dire, c'est le jeu des acteurs. Du moment où certains acteurs sont adversaires sur le champ électoral, le champ politique, ils se marquent à la culotte et chacun utilise les prérogatives qui sont les siennes pour contrecarrer l'adversaire. Et dans le cas d'espèce, c'est l'exécutif contre un parlement qui n'est pas, comment dire, en bon état de sainteté. Voilà. Mais est-ce que la prise d'ordonnance pour l'exécution d'un budget ne fragilise pas en fait la fonction parlementaire, où le président en exercice peut faire tout ce qu'il veut, disons, avec l'ordonnance? Bon, il faut l'admettre, le Bénin en particulier n'a pas un régime parlementaire. Sinon, dans des régimes parlementaires, il y a ce qu'on appelle les votes de défiance par le Parlement. Il y a également il y a une autre fonction quand même qui permet quand même au Parlement de rejeter une politique globale du Premier ministre et de ce fait oblige le chef de l'État à se départir de son Premier ministre dans les jours qui suivent. On procède à des élections anticipées. On procède à des élections anticipées. Voilà que nous sommes dans un régime présidentiel et qui dit régime présidentiel dit pouvoir exorbitant du président de la République. Oui. Donc dire que l'Assemblée nationale se trouve fragilisée, ce n'est pas totalement faux, même si ce n'est pas d'autres analyses peuvent nous permettre avec des données empiriques permettre de démontrer peut-être le contraire. Voilà. Alors, est-ce que bon, le régime présidentiel, oui, de manière générale, oui, c'est un régime de séparation de pouvoir. C'est-à-dire, ni le président, le chef de l'exécutif, ne peut dissoudre l'Assemblée, ni l'Assemblée ne peut faire des votes de défiance. Exactement. Donc, à partir de ce moment, s'il n'y a pas de mécanismes qui permettent de continuer, puisque l'un ne peut pas arrêter l'autre. Donc, le mécanisme existe. Donc, je ne pense pas que cela soit un pouvoir, comment on appelle ça, une manière de fragiliser. Voilà, exorbitant. Il a parlé. Ce n'est pas un pouvoir exorbitant pour le président de la République. Mais de toutes les manières, je pense que pour permettre d'avancer, lorsqu'on n'a pas la possibilité de faire cela, il faut que quelqu'un ait le pouvoir d'avancer, quitte à savoir que d'ici quelques années, ils vont se retrouver tous devant les populations et rendre compte de leur gestion. Mais on reproche aussi aux parlementaires de servir de faire valoir au gouvernement en négligeant la mission de contrôle. On se rend compte qu'après l'adoption, parfois, on croise les bras. Alors même que les dispositions ont prévu des questions orales et tout ça. Et même le Parlement peut initier des contrôles pour voir si effectivement tout ce qui a été prévu dans le budget est effectivement suivi. Alors, comment le contrôle de la gestion du budget par le Parlement, est-ce qu'aujourd'hui on peut se satisfaire? Est-ce que c'est effectif? Bon, disons que le problème de fond, c'est la capacité pour les députés de pouvoir fonder une argumentation contre la bonne ou la mauvaise gestion. Et ça montre qu'il y a des institutions de contrôle qui ne fonctionnent pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire, lorsque je dis quelqu'un a détourné de l'argent, ça peut être vrai, mais il faut pouvoir le justifier. Vous comprenez? Et ça, il faut que des institutions de contrôle existent et qui n'existent pas. Il faut aussi que les parlementaires, les députés aient des capacités de pouvoir détecter cela et de pouvoir poursuivre le contrôle jusqu'au bout. Sinon, on a quand même eu, et c'est quand il y a la majorité n'est plus, disons, l'Assemblée et
l'exécutif n'a plus la majorité, on a quand même eu des contrôles dans ce pays. Assez agité. Oui, mais finalement, ça n'aboutit à rien du tout. C'est vrai que ça a le mérite d'exister, d'ouvrir, comme on dit, les yeux des populations sur ces cas. Mais est-ce qu'on va au-delà? Donc ça, vraiment, c'est la capacité. Et ça montre qu'il y a des institutions qui manquent à l'appel. L'architecture de nos institutions. Et je ne veux pas dire une seconde fois que c'est nécessaire d'avoir la Cour des comptes. Alors, on a parlé de la capacité donc, des députés à vraiment décrypter. Déjà, il faut le dire, le contrôle de l'action du gouvernement par le Parlement est consacré en premier lieu par notre Constitution, ensuite par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et au Bénin, le Parlement dispose de la possibilité de pouvoir poser soit des questions orales, soit des questions d'actualité, soit de mettre en place des commissions d'enquête pour mener à bien le contrôle. Par contre, il faut noter que tout ce dispositif, ce mécanisme de contrôle a des limites parce que, comme l'a dit monsieur le directeur général de l'économie tout à l'heure, même quand l'exécutif ne dispose pas d'une majorité au Parlement, le contrôle se limite soit à des questions qui n'aboutissent jamais à des réponses, soit à des rapports menés par des commissions d'enquête qui finissent dans les tiroirs. Okay. Aujourd'hui, il faut plutôt penser à l'évolution du droit parlementaire. Okay. Voilà. Monsieur le directeur, dites-nous donc, que pouvons-nous faire donc, pour l'avènement du budget réaliste et pour un contrôle budgétaire efficace pour une gestion optimale des ressources au profit des populations? Moi, je pense qu'il faut continuer d'avoir un bon système politique. Avoir des responsables politiques vraiment responsables. Je ne vais pas aller plus au fond, mais tout le monde m'a compris, hein, qu'ils soient vraiment responsables et qu'ils s'impliquent vraiment dans le contrôle de l'action gouvernementale à tous les niveaux. L'exécutif même n'a qu'à continuer de contrôler, disons, la préparation, la mise en œuvre et l'exécution du budget, que les parlementaires aussi le fassent et que la société civile. C'est ça. Moi, je pense que le problème, c'est un problème d'éducation de la société civile plutôt, disons, à exercer ce contrôle citoyen. J'ai entendu le terme, ce contrôle citoyen qui peut permettre d'alerter le politique, qui peut permettre d'alerter le judiciaire. Donc, ce contrôle citoyen-là aussi, à mon avis, est très important. Il faut le renforcer. Il faut le renforcer. Et que ce soit même des programmes, des projets, des programmes nationaux qui le fassent. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il ne faut pas que ce soit que les PTF, les partenaires techniques et financiers qui disent il faut faire ceci, il faut faire cela. Non, il faut que nous-mêmes, on mette en place des institutions qui appuient la société civile pour faire ce contrôle citoyen-là. Okay. Alors, nous sommes arrivés comme ça au terme de notre émission. Le budget de l'État est la traduction d'une politique économique gouvernementale pour la mise en œuvre de ces politiques publiques. Avec nos deux invités, nous avons pu comprendre l'importance et les fonctions du budget de l'État, son processus d'adoption qui va de la préparation par le gouvernement jusqu'à son adoption et le contrôle par le Parlement à travers la loi de règlement. Prenez le rendez-vous du prochain numéro dans 15 jours. Ce sera le dimanche 1er septembre 2019 avec pour thème l'opinion publique. Vous pouvez suivre en nouvelle diffusion ce numéro dimanche prochain de 18h à 19h. N'oubliez surtout pas de rattraper les anciennes éditions de l'émission sur la chaîne YouTube du CESPO en tapant CESPO Média. À l'animation ce jour, Alain Tosnon et Mora Gaba. Portez-vous bien et bonsoir chez vous.